Eh bien salut à tous et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout d'un. On se retrouve pour une nouvelle review. On va parler de l'épisode 5 de la série Netflix One Piece. Toujours une review avec spoil, donc il vaut mieux avoir vu l'épisode si vous voulez regarder cette vidéo. Et puis je vais toujours un petit peu faire régulièrement des comparatifs avec le manga. Donc si vous n'êtes pas un lecteur de manga, voilà, désolé d'avance si je vous spoil des trucs. Contrairement aux reviews d'avant, j'ai envie de varier un petit peu, voilà, on va varier, ça va être cool. Je vais parler de l'épisode chronologiquement, plutôt que parler d'abord personnage, réalisation ou les points forts, les points faibles. Je me suis dit, je vais parler chronologiquement de l'épisode. Comme ça, eh bien, il y aura un peu de tout, ce sera pas trop classé. Même si globalement, j'ai apprécié l'épisode, je crois que c'est un épisode qui a fait pas mal l'unanimité auprès des fans de One Piece. Moi un petit peu moins, je vais un petit peu vous en parler, mais globalement ça reste un épisode quand même assez réussi. Donc l'épisode démarre avec un petit flashback sur Luffy avec son grand-père, et alors j'aime bien ce reveal. Du fait que un vice-amiral est le grand-père de Luffy. J'aime beaucoup ce flashback parce que je trouve qu'il a beaucoup cette vibe du personnage de Garp. C'est très respectueux du personnage de Garp qui s'énerve et qui est hyper brutal dans son éducation avec un putain de gosse. J'ai trouvé ça hilarant. Quand il se met il vrille complètement dès qu'il entend le terme pirate. C'est exceptionnel. Là où justement j'avais vu pas mal d'avis en mode ouais putain Garp il rigole pas et tout, il est beaucoup plus sombre que dans le manga, ils l'ont pas respecté, il est beaucoup trop sérieux, c'est pas cool et tout. Et bah là j'aime bien en fait pour moi cet épisode prouve le pourquoi du comment, c'est-à-dire que le fait que dès lors qu'on apprend ce reveal qu'il est le grand-père de Luffy, et bah ça y est, on est sur un Garp qui se lâche complètement, il se met à beaucoup plus sourire dès qu'il voit son petit-fils au loin. T'as des blagues sur le fait qu'il adore manger. Moi j'adore le moment où t'as Kobe qui vient le voir, il a une giga entrecôte dans sa fourchette et il dit bon attends je finis juste de manger, j'en ai pas pour longtemps. Genre tu vois, ça c'est le Garp qu'on connaît, et je suis content qu'ils aient pris le choix de révéler cette partie de la personnalité de Garp à partir du moment où on apprend que c'est effectivement le grand-père de Luffy. Parce que là, du coup, on se dit ah ok. Là, ok, on voit d'où tient l'appétit de Luffy, d'où vient son air hyper souriant et tout. Là, tu vois des liens entre les deux personnages. Alors que si on avait mis déjà un côté souriant à Garp avant, eh ben ça aurait mis quelques indices sur sa parenté avec Luffy, alors que là au moins le fait qu'ils soient tous les deux un peu aux antipodes, eh ben on pouvait pas se douter de ce reveal. Donc, enfin en tout cas pour le public qui ne connaît rien à One Piece, il pouvait pas s'en douter. Donc je trouve ça très malin. J'ai beaucoup aimé aussi l'équipage qui apprend à être un équipage, genre c'est-à-dire Nami c'est toi la navigatrice donc aide-nous, ok, bon bah d'accord on va essayer de l'affronter, bon bah Usopp tire un canon, bah ouais mais je sais pas comment on fait, Zoro à bâbord, bâbord c'est où Nami, enfin c'est tellement bon, c'est trop bon en fait de les voir galérer, de les voir apprendre à être un équipage. C'est un équipage qui a plein de défauts en fait, qui apprend sur le tas, et c'est cool de voir ce côté amateurisme, parce que déjà ça respecte vraiment les personnages du manga, mais en plus ça rend la bataille hilarante, et ça rend, enfin là où tu sais les néophytes ils s'attendaient sans doute à une bataille navale un peu épique. Et puis là, tu vois qu'en fait, c'est des guignols. Et puis, tu vois Garp au loin qui est pareil, un guignol, parce qu'il est là en mode bah non, mais en fait, ne les tuez pas parce que c'est mon petit-fils. Et puis, au final, il s'emballe quand même, donc il balance un giga boulet de canon. Non, honnêtement, ce moment, je l'ai trouvé très drôle. De toute façon, dans la globalité de l'épisode, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est le respect de l'état d'esprit des Mugiwara. On va en reparler, mais c'était vraiment trop cool. Cet épisode contient l'une de mes scènes préférées, alors déjà ça m'a fait plaisir que dans la série on assume beaucoup plus le fait que Zoro soit le second de l'équipage, parce que dans le manga faut quand même attendre un petit moment avant que on se dise avant qu'on affirme haut et fort que Zoro est le second de l'équipage. Faut attendre un petit moment avant de... On le voit, on le comprend, mais c'est pas explicitement dit. Alors que là, c'est vraiment dit. T'as un ami qui dit, bon, c'est toi le second, va voir comment va Luffy. Et j'ai adoré cette séquence. Ça correspond tellement à Zoro qui, pareil, il est... En fait, tous les personnages
tout cet équipage est maladroit. Moi, c'est ça que je trouve qui les rend hyper attachants, c'est qu'ils sont tous maladroits. Même Zoro et Nami qui sont terre à terre, même Zoro qui est très terre à terre, qui est sérieux, qui... Voilà. Bah, il se perd tout le temps. Et comme il a eu très peu d'amis, bah, il sait pas trop comment faire pour remonter le moral de son capitaine. Vraiment, il est là en mode... Ouais, ça va, t'inquiète. Bon, bah, tout roule. C'est bon, il va bien. Vraiment, cette séquence, c'est l'une de mes préférées de toute la série. C'est un ajout, encore une fois. Mais c'est un ajout tellement pertinent qui correspond complètement à l'ambiance des chapeaux de paille. Donc un grand bravo. On arrive au baratier. Incroyable. Le décor est fou. C'est un décor qui a été entièrement monté. Ça se sent, du coup. Alors, c'est dommage, encore une fois, c'est un peu ce que j'avais dit dans les reviews d'avant, c'est dommage que du coup dans la réalisation, on n'ait pas plus de plans larges et qu'on ait autant de plans serrés / plans avec un fisheye. Parce que quand on a un décor comme ça, moi je trouve que voilà, il faudrait en profiter, mais je pense encore une fois que c'était pour cacher cacher le côté faux du décor, même si honnêtement je trouve ça dommage parce que ce décor, mais il est tellement beau, il est tellement réaliste, il déborde de créativité et de respect par rapport à l'œuvre. C'est vraiment génial. Quand tu vois les chapeaux de paille qui débarquent ici, tu sens le côté aventure, tu sens le côté ça va être trop cool et tout, c'est un resto machin. Et j'aime beaucoup ce côté, voilà, on est une équipe, on accoste et puis on va bien voir ce qui va nous arriver. Vraiment le teint de l'image au moment où il débarque au baratier, je l'ai trouvé tellement plaisant, tellement chatoyant. J'aime bien le fait que Usopp là soit beaucoup plus intégré à l'équipage. Encore une fois, moi c'est plus la manière dont il a été intégré que je trouve un peu rapide, mais par contre, une fois qu'il est dedans, là, maintenant qu'il est dans l'équipage, bah je trouve que ça fonctionne trop bien. Moi, Usopp, il m'a fait trop rire. Déjà, son costume qui se trimballe tout le long, le fait qu'il se mette une méga murge dans la soirée, à un moment t'as Nami qui ouais mais vous avez fait qui les gronde en mode mais vous avez fait combien de batailles navales, on n'a pas gagné et tout, et puis t'as Usopp qui répond environ 2000. Genre, il est dans son délire constamment. Les mimiques qu'il a, par exemple quand il serre Luffy dans ses bras, quand il renvoie le boulet de Garp, enfin honnêtement Usopp trop cool. C'est une belle famille, ils vont trop bien ensemble, tous les quatre. Je trouve que c'est le point le plus positif de cet épisode, c'est la complicité de cet équipage, à quel point ils sont justes dans leur jeu et dans leurs répliques, qui sont pourtant des répliques qu'il n'y a pas dans le manga. Je trouve ça dommage que dans la scène où ils sont à table, je trouve ça dommage qu'il y ait autant de plans fisheye alors qu'on est dans un décor autant ouvert et autant classe. C'est vraiment un décor classe, et je trouve ça dommage qu'on reste encore de trop dans cette réalisation on est hyper proche des visages des personnages. Je trouve ça dommage. Alors oui, je comprends, il y a ce côté, on veut être proche d'eux parce que voilà, c'est un restaurant, mais on reste dans leur discussion et on s'échappe pas, on ne s'éparpille pas à côté, certes, mais des fois ça rend très bizarre. Moi, des fois, j'ai eu l'impression d'être dans Les Visiteurs. Genre à un moment, tu sais, quand Nami elle se fait draguer, t'as l'équipage qui chambre Nami. Et du coup, tu vois, t'as des plans hyper serrés comme ça sur Usopp et Zoro qui rigolent. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans Les Visiteurs. Vous savez, dans la scène où ils sont à table, dans Les Visiteurs, et du coup, t'as une caméra qui déforme leur visage pour appuyer sur le côté creepy, sur le côté un peu, c'est des êtres qui viennent d'un autre temps. Et bah, moi, ça m'a fait penser à ça. Et moi, du coup, ça m'a un peu... J'étais en mode, mais non, enfin, pourquoi vous les rendez bizarres comme ça ? C'est une scène mignonne. C'est une scène très mignonne à la fin. Parce que voilà, transition toute trouvée. Bon, Sanji, incroyable. Alors, Sanji Zef, vraiment, Sanji, incroyable. Je le trouve tellement classe, tellement précis dans ce qu'il fait. Tu sens le côté passionné dans son jeu quand il cuisine. Et son côté... J'avais hâte de voir son côté dragueur. Parce que on le voyait se battre dans les trailers, on le voyait un peu cuisiner et tout. Mais on voyait pas trop son côté dragueur. Et je me disais, comment ça va rendre ? Parce que dans le manga, c'est drôle, mais
tu retranscris ça trait pour trait dans la vraie vie, c'est hyper creepy, hein, c'est hyper harcèlement et tout. Mais là c'est drôle en fait, c'est pas trop appuyé. C'est vraiment genre, il est hyper mal aimable et puis d'un coup quand il voit Nami, oh excusez-moi mademoiselle, alors qu'est-ce que je peux vous proposer, un verre avec glaçon, sans boisson, gazeuse, et vraiment avec Nami qui est hyper gênée en mode, mais je veux juste un verre, enfin voilà, ça marche trop bien. Vraiment le saut, je suis hétéro, mais alors je peux vous dire que Sanji, il m'a quand même fait de l'effet. Hein. Alors son petit sourire, son petit clin d'œil, son côté forcé, gênant, mais ça marche trop bien, ça le rend tellement séduisant / malaisant, je trouve ça trop cool. Après Nami qui se fait chambrer, pareil, je trouve ça trop bien parce que, en fait, c'est touchant parce que tu vois, on apprend plus tard que Nami n'a jamais eu d'amis. Ça fait mal au cœur. Et du coup, en fait, tu vois qu'elle découvre pour la première fois ce que ça fait d'être chambrée, ce que ça fait d'être dans un groupe, d'avoir des gamins qui te font des « Ah, alors, comme ça, t'as un copain et tout !» Genre, je trouve ça trop attachant. Honnêtement, ça m'a donné le sourire de voir ces scènes. Parce que dans le manga, c'est différent. Dans le manga, elle en joue, Nami. Dès qu'elle voit que Sanji la drague, pardon, elle se met à en jouer. Et là, c'est différent. Là, c'est très différent. Elle a un côté beaucoup plus éloigné. C'est beaucoup plus discret. Donc, je trouve ça très cool. On voit un peu le côté magouille de Nami quand elle donne un billet à l'homme poisson de l'entrée. Mais à côté de ça, on est sur une Nami différente et je trouve ça bien, tu vois. Je trouve ça bien, même pour tous les autres personnages aussi, hein, on est sur un timbre différent. Mais je trouve ça cool qu'on soit pas dans du copier-coller. C'est vraiment d'autres chapeaux de paille, mais qui gardent leur âme qu'on a dans le manga. Donc je trouve ça cool. Et alors, mention spéciale pour ce plan de Luffy, qu'on retrouve aussi un peu plus loin dans l'épisode et aussi dans l'épisode d'avant. Iñaki m'a tellement fait du bien dans son jeu d'acteur, parce que tu vois qu'il est touché par le fait de voir des amis se disputer. J'ai trouvé tu sais, c'est juste après quand Nami dit « Ah, vous êtes irrécupérable et tout, et t'as Usopp et Zoro qui la chambre et tout, ah, elle a un copain et tout, et tu les vois qui se chamaillent, tu vois Luffy qui est spectateur de cette chamaillerie, il intervient pas trop à la chamaillerie, mais juste tu vois qu'il est heureux d'avoir des amis. Tu vois qu'il est heureux d'être accompagné, de les voir s'amuser entre eux. C'est hyper touchant. J'ai trouvé véritablement cette scène hyper touchante, d'autant que c'est un épisode qui développe beaucoup le personnage de... Enfin, c'est un arc qui développe beaucoup le personnage de Luffy dans cette série. Là où dans le manga, c'est très... Luffy, il a très peu de développement. Excusez-moi, je bois. Vous me pardonnerez, il fait 32 degrés. Dans East Blue, dans le manga, Luffy n'a pas vraiment de développement. Dans la série, ils lui en ont mis. Et ça, c'est pertinent. C'est très pertinent, on y reviendra plus tard. J'adore Zeph. Le personnage de Zeph est exceptionnel. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'encore une fois, casting réussi, son costume est réussi, son interprétation est réussie. Voilà, enfin, j'ai véritablement eu l'impression de voir Zeph. Donc honnêtement, je vois pas quoi dire de plus. Ça fait un peu genre, allez, on skip, on passe à autre chose, mais en même temps, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si ce n'est que c'est réussi. Voilà, c'est réussi. On passe ensuite à la première apparition de Mihawk. Et alors là, j'ai été un peu dubitatif. Premièrement, les effets spéciaux, je les ai pas trouvés dingos. En fait, les effets spéciaux, c'est surtout les explosions. Les explosions autour de lui, je les ai pas trouvées dingos. Il y en a une aussi quand Luffy renvoie le boulet de canon sur le navire de Garp au tout début. L'effet d'explosion est dégueulasse. Mais dégueulasse. Je sais pas si vous voyez le moment auquel je parle, c'est juste quand le boulet impacte le mât du navire de Garp. J'ai trouvé l'effet spécial dégueulasse. J'ai rarement vu une fumée aussi peu réussie. Pour moi, c'était de la qualité des vidéos YouTube que tu prends en fond vert pour faire des petits effets et tout. Enfin, honnêtement, c'était ouf parce que moi, je connais... je dis pas ça pour me la péter, mais je vous le jure, véridique, je connais des gens dans mon cercle privé qui travaillent dans l'audiovisuel qui vous font des explosions bien mieux. Mais vraiment bien mieux. Là, c'était vraiment dégueulasse. Bon, bref. Mais là où aussi je suis un peu sceptique sur cette intervention de Mihawk, c'est que je suis d'accord que dans le manga, la présentation de Mihawk, elle était pas folle. Parce que on était en pleine bataille contre Dawn Krieg,
et ça sortait un peu de nulle part. T'avais un peu toute la guerre qui se mettait en arrêt pour, hop, se focaliser sur Mihawk et Zoro et leur combat et tout. Je suis d'accord que dans le manga, c'est un peu maladroit, la manière dont Mihawk apparaît. Mais je trouve que... Donc, là, la manière dont ils l'introduisent, c'est aussi maladroit. Je comprends qu'il a fallu trouver un autre moyen de l'introduire parce que, voilà, manque de temps, voilà, tout ça. On veut raconter les choses différemment, donc on ellipse Don Krieg. On voit Don Krieg dans le passage de Mihawk, c'est bien, parce que comme ça, il est absent sans être absent. Et donc, il a fallu trouver une autre manière d'introduire Mihawk que dans le manga, mais je suis dubitatif sur le fait que ce soit Garp qui appelle Mihawk, parce que, mec, au début de l'épisode, il est là, par contre, ne tuez pas mon petit-fils, hein. Capturez-les vivants, c'est mon petit-fils, je le veux vivant. Et 10 minutes après, le mec envoie un putain de corsaire pour récupérer Luffy, alors qu'il n'y a pas... Enfin, c'est l'une des entités les plus dangereuses pour récupérer quelqu'un. Donc c'est un peu bizarre. Je trouve ça aussi un peu bizarre le fait que... Mihawk... Enfin, en fait, ouais, appeler l'une des plus grandes forces de la marine pour ça... Enfin, moi je suis Mihawk, je me dis mais attends, mais j'ai autre chose à foutre quoi, genre moi j'ai des missions un peu plus importantes que récupérer Luffy quoi. Enfin un gamin qui a même pas de prime et tout, enfin c'est un peu bizarre. Ouais, je trouve cette mission très bizarre, et puis surtout en fait alors je dévie un petit peu, mais ce que je trouve dommage c'est que la manière dont Mihawk finalement laisse tomber la chasse à Luffy, je l'ai trouvé assez maladroite aussi. C'est-à-dire que quand t'es lecteur du manga, tu comprends. Parce que nous, on connaît le personnage de Mihawk, on connaît son côté un petit peu je suis libre, on connaît sa relation avec Shanks, tout ça, on sait qu'il a un vrai respect, tout ça. Mais là, on ne le sait pas, et donc du coup, quand t'es néophyte, tu te dis, mais attends, mais pourquoi il est envoyé ici pour capturer Luffy, il gagne un combat contre un random, il voit Luffy, il lui fait un petit compliment sur son chapeau, et puis il se barre. What the fuck? Pour moi, ça manquait, je sais pas, un petit flashback sur Mihawk et Shanks, tu vois, où tu le vois, il voit Shanks porter le chapeau. Pour moi, ça manquait d'un petit élément pour faire comprendre le pourquoi Mihawk s'attache, mine de rien, à Luffy. Là, c'était trop gratuit, je trouve, la manière dont Mihawk finalement décide de se barrer, pardon. Ouais, je trouvais que ça manquait de quelque chose, d'autant que... Alors, j'aime toujours... le développement qu'a Kobe au sein de la série, mais je trouve qu'il y a trop de scènes Kobe Garp. Je trouve qu'il y en a trop. J'ai trouvé ça pertinent aussi d'apprendre le concept de corsaire du point de vue de Kobe, parce que ça appuie encore plus le côté absurde de devoir s'allier avec des pirates, parce que dans le manga, c'est via l'équipage qu'on apprend l'existence des corsaires, alors, enfin, qu'est-ce que c'est les 7 corsaires et tout ça. Je trouve que c'est effectivement plus pertinent de voir ça du point de vue de Kobe, parce que lui qui est déjà dans la marine, bah, c'est encore plus absurde pour lui, il est révolté, il se dit mais non mais attends, mais ça n'a aucun sens, pourquoi vous faites alliance avec des pirates et tout, c'est pas ça la justice, tout ça. Je trouve ça intéressant, mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a trop de scènes Garp Kobe, un peu trop, et que ça aurait été cool de sacrifier quelques séquences pour développer d'autres choses. Parce que du coup ça donne trop l'impression qu'il y a que 2 lignes directives dans la série, le point de vue Kobe, le point de vue Luffy. Alors que comme on est dans une série, bah, j'aurais trouvé ça intéressant qu'on s'éloigne un peu de ces deux personnages, qu'on apporte des mystères via des petits flashbacks, tu vois, un petit flashback de Mihawk avec Shanks, je sais pas moi, Zeff qui se met à discuter avec d'autres pirates, enfin, tu vois, qu'on s'évapore, qu'on s'échappe un petit peu, pardon, de ces scènes de Kobe qui essaye d'apprendre la justice, c'est quoi, qui échange de confrontation de point de vue avec Garp. J'ai trouvé que c'était un peu, voilà, c'était un peu répétitif. Alors j'en ai pas parlé, mais d'ailleurs j'aime beaucoup la séquence de combat de Sanji, très intéressant le combat, la chorégraphie. La chorégraphie est très intéressante. J'aime beaucoup encore l'alchimie qu'il y a entre les Mugiwara, même si on est sur un début de scission. Pareillement, dans le manga, ça pose de problème à personne. Le fait que Luffy ne parle jamais de qui est son frère, de qui est son grand-père, de sa famille, etc. Là, j'aime bien le fait que ça soit un élément central. Parce que ça apporte ça apporte une dynamique différente sans pour autant trahir, pardon, putain, je vais arriver à parler, sans trahir l'esprit des Mugiwara.
Ce qui fait que quand on est lecteur de manga et qu'on regarde la série, on est quand même étonné par le développement que prend l'histoire. Moi j'aime bien ce côté, on remet un peu en question, mine de rien, la manière dont Luffy nous dirige. C'est lui le capitaine, on veut bien le suivre parce qu'on est bonne pomme, mais il y a quand même des limites à pas dépasser, quoi. Il aurait quand même pu nous prévenir, là il nous a mis en danger en ne nous prévenant pas de ça. Donc j'ai trouvé ça cool, le fait qu'on dénonce un petit peu les faiblesses de Luffy, on reste pas dans ce côté, il est tout mignon, il est tout gay, il a ses rêves et tout, c'est mignon, comme dans le manga où en fait c'est juste ça qui compte. Là on est plus dans un côté, plus terre à terre, en mode, bah, c'est bien beau d'avoir des rêves, de vouloir aller à l'aventure toujours plus en avant et tout, mais il y a une limite quand même à pas dépasser, genre, il n'y a pas à nous mettre dans la merde comme ça alors qu'on n'a rien demandé, quoi. J'ai trouvé ça bien de dénoncer un petit peu ce côté de Luffy. J'ai été touché quand Luffy demande à Sanji de rejoindre son équipage et que t'as Sanji qui dit pas non comme dans le manga où il est en mode non, pas question. Là, tu vois, il est gêné, tu vois, que tu te sens que ça... Ah, il dirait pas non, quoi, il est en mode, ah, arrête, et tout, bon, allez, je suis pas si fort que ça, et tout. J'aime bien le début d'alchimie entre Luffy et Sanji, et puis surtout, j'adore le parallèle qu'ils ont créé entre Sanji et Luffy. C'est-à-dire que, moi, c'est ouf, en 15 ans d'écriture, je n'avais jamais vu un possible parallèle entre le passif de Sanji et Luffy, à savoir le fait qu'ils aient tous les deux une personne beaucoup plus âgée qui veut les empêcher d'accomplir leurs rêves et qui veut les mettre dans une voie qui n'est pas la leur. Le parallèle entre Zeph et Garp à ce moment-là est extrêmement pertinent. C'est encore une fois un ajout, un dialogue qui n'existe pas dans le manga, mais qui est putain de pertinent. C'est trop malin. C'est trop malin d'avoir fait ça, d'avoir mis ça pile dans l'épisode où Garp attaque. Non, vraiment, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'était très malin de la part des scénaristes et c'était très cool. Mention spéciale aussi pour cette scène cette scène de jeu de boisson où Nami et Zoro essaient d'en apprendre plus l'un de l'autre. Pareil, je trouve ça trop mignon parce que tu sens de la maladresse et en même temps tu sens pas de mauvaise volonté de leur part. C'est des personnages qui sont froids l'un envers l'autre. Ils sont pas comme Usopp et Luffy, très tête en l'air, très démonstratifs. Eux, ils sont beaucoup plus fermés. Et pourtant, dans cette scène d'échange de boissons, bah, ils essaient de s'ouvrir l'un à l'autre. Sans trop en dévoiler. Mais il y a un début de... Bon... Moi, je rigole bien depuis que je suis avec eux, donc je vais m'ouvrir un peu. Je vais un peu essayer de voir ce que ça... Enfin, essayer de m'ouvrir vers le côté. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais je vais essayer de m'ouvrir avec le fait d'essayer d'avoir des amis. Ouais, j'ai trouvé cette scène très attendrissante. Il y en a qui ont vu un petit côté crush, je suis d'accord. Il y a un peu une tension limite amoureuse, mais moi, je l'ai pas vu comme ça, parce que je vois jamais les Mugiwara comme un couple potentiel. Mais ouais, très touchant. Comment dire, ouais, ça ajoute, en fait c'est surtout une scène qui va prendre encore plus de signification à la fin de l'épisode avec Mihawk, et donc c'est très pertinent avec Usopp au loin qui fait le fou. Enfin, honnêtement, non, cette scène de bar de nuit très chouette. L'intervention de Mihawk, j'ai trouvé ça rigolo, même si là aussi je trouve que ça va un peu vite. La manière dont Mihawk arrive et la manière dont le combat est lancé entre Zoro et Mihawk, j'ai trouvé ça un petit peu rapide. Rien de bien grave, tu vois, genre ça m'a pas non plus scandalisé. Mais c'est vrai que en fait tu sens moi je pense que c'est quand même bien parce que tu sens le côté obsession de Zoro, genre dès qu'il le voit, bam, allez, combat. Tu vois, il s'en fout du reste et tout, il limite il voit plus ses amis, il pense plus au reste, c'est juste combat. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, et puis c'est à ce moment-là que c'est un petit peu la goutte de trop pour Nami et pour l'équipage. On a une première scission entre l'équipage. Là aussi, j'ai trouvé que pour une fois, la réalisation avait un vrai parti pris artistique solide dans la manière dont est placée la caméra. Vous voyez là, ça c'est basique dans le monde du cinéma, mais c'est quand même efficace, le fait qu'il y a une barre en bois au milieu
des Mugiwara pour symboliser la scission. Le plan est pas droit, donc on voit qu'on est sur un côté discussion instable. Donc ça, c'était très chouette aussi. Et effectivement, ouais, cette dispute qui me rappelle beaucoup la dispute qu'il y a à Water 7, je l'ai trouvée très touchante parce que Nami, tu sens qu'elle est tiraillée, tu sens que ce qui la met la plus en colère, c'est pas tant d'être dans la merde. Là, on s'échappe d'une Nami égoïste, c'est surtout qu'elle veut juste pas perdre son pote. Elle veut juste que Zoro reste en vie. Et ça, c'est touchant. Et aussi, on est surtout sur le développement de Luffy. Encore, comme je le disais tout à l'heure, Luffy, dans le manga, East Blue, il remet jamais trop en cause on remet jamais trop en cause son grade de capitaine, quoi. Il va au feeling, il s'en fout un peu de tout, il est très nonchalant. Alors que dans la série, bah, ils ont bien compris qu'un personnage principal qui s'en fout de tout, c'est pas hyper intéressant à mettre en scène au cinéma. Là, il y a ce côté... Mais prends une décision, en fait. Tu vois, t'as Nami qui est là, mais Luffy, mais dis quelque chose, enfin Zoro, il va se faire tuer. Et t'as Luffy qui est vraiment tiraillé parce qu'il se dit, bah en même temps, je suis d'accord avec Nami, mais en même temps, bah ouais, mais c'est son rêve. Et quand on sait le point de vue qu'a Luffy par rapport au rêve des gens, bah tu vois qu'il est perdu. Il est d'accord avec les deux points de vue, il n'arrive pas à se décider. Et ça va être très important et intéressant pour l'après, pour l'épisode d'après. Mais j'ai beaucoup aimé voir un Luffy qui est un peu dépassé, qui sait pas quoi faire, tu sais, comme un gosse indécis. Je trouve ça bien. Ça apporte du vrai développement à Luffy. Et c'est super pertinent. On arrive ensuite au combat contre Mihawk. Et alors, le combat contre Mihawk, je suis également un peu mitigé. Alors, rien de grave, tu vois, j'ai pas trouvé le combat scandaleux et tout. Mais, déjà, je l'ai trouvé trop rapide. Pareillement, c'est un peu ce que je disais dans les autres reviews, j'aurais trouvé ça cool de potentiellement placer un petit bout de flashback de Zoro pour un petit peu couper le combat, pour le faire durer un peu plus. Je trouve que l'enchaînement du combat est très rapide. Et puis, j'ai un peu de mal avec la chorégraphie qui se veut être très collée à celle du manga. C'est con, hein, mais je me suis rendu compte à travers cet épisode que quand la série, et je pensais pas dire ça un jour, mais quand la série prend des libertés, alors pas toutes les libertés, mais prend certaines libertés, ça marche très bien, mais dès que tu sens qu'ils veulent véritablement être collés au manga et à l'animé, et bah c'est là où ça me sort un peu du manga, de la série. Je trouve qu'il y a un côté un peu gênant et fermé dans le fait de vouloir absolument faire les mêmes chorégraphies que dans le manga. Ça donne des choses pas forcément très naturelles. Je trouve que le fait qu'il soit sur une petite planche comme ça, enfin petite planche, l'entrée, je trouve que le combat manquait de respiration. Je trouve que la zone de combat était trop petite, n'était pas assez étendue. Dans le manga, je trouve qu'il y avait un côté épique qui fonctionnait très bien, t'avais l'impression qu'ils étaient dans une vraie arène de combat. Là, je trouve qu'on est un peu trop fermé. J'aurais bien aimé un peu plus de public, pour peut-être appuyer plus sur le côté dramatique et sur le côté légendaire de l'affrontement. Et puis... attendez, je vais... Excusez-moi, j'ai éternué. Et puis, pareillement, tu vois, quand Zoro se met à perdre... Pardon, excusez-moi. Et qu'il s'étale sur le dos avec les bras ouverts, et qu'ensuite il lève le bras en mode je perdrai plus jamais. Ça, pareillement, on sent qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans, qu'ils ont voulu reproduire une scène complètement épique, et qu'il y avait ce côté, non, on peut pas retoucher à cette scène, elle est beaucoup trop importante, elle est beaucoup trop légendaire pour qu'on la modifie, comme avec Shanks, comme la scène avec Shanks où il se fait bouffer le bras. Mais ça fonctionne dans un manga, dans un animé, mais au cinéma, je trouve qu'il y a un côté un peu too much. Il y a un petit côté too much qui m'a un peu gêné. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ce live action nous apprend que une bonne adaptation, c'est un équilibre entre réussir à maintenir un côté réaliste, adaptation, on modifie des choses, et essayer de rester dans l'état d'esprit
de l'animé, mais là je trouve qu'on est trop proche de l'animé. Il y aurait dû y avoir peut-être un peu plus de prise de liberté sur la mise en scène. Alors il y a une prise de liberté toute simple, c'est Nami qui reste là. J'ai trouvé ça très intéressant pareillement parce que ça étonne le spectateur, enfin le lecteur du manga. Ça offre encore une fois une certaine déviation par rapport au manga, le fait que Nami ne parte pas pour son village, elle assiste à la défaite de Zoro. Je trouve ça très touchant. Je trouve ça très touchant de prendre ce parti pris de, malgré qu'elle a une mission qui l'attend ailleurs, elle veut assister à ça. J'ai trouvé ça très cool. Mais voilà, malgré ça, je trouve que il y aurait dû y avoir un peu plus de prise de liberté dans la mise en scène du combat. L'épée de Mihawk, je la trouve un peu... je la trouve un peu toc par moment, un peu faux. Et puis pareil, en fait, genre Mihawk, je suis très mitigé parce que d'un côté, je trouve qu'il est stylé, d'un côté, des fois je trouve qu'il a un peu trop un côté cosplay, mais en fait, je pense que c'est un truc tout con. Le pourquoi j'ai cette impression de cosplay, j'ai du mal encore à rentrer dedans, c'est parce que la mise en scène est peut-être trop, encore une fois, un peu amateurisme. Pour moi, il y aurait eu certains angles de caméra différents, il y aurait eu une présentation différente que juste il est là dans un bar. Je pense que le côté épique m'aurait plus charmé et m'aurait plus touché. Je pense que là c'est uniquement une question de mise en scène. Les plans avec Mihawk sont trop plats, sont trop basiques, et je pense que s'il y avait eu certains placements de caméra et de lumière, de jeu de lumière possiblement, je pense que ça m'aurait fait un plus bel effet. Je pense. Mais encore une fois, il est loin d'être raté, malgré tous les petits trucs les petits bémols que j'ai pu, les petites frustrations que j'ai pu avoir par-ci par-là. Il n'empêche que ça reste un épisode très agréable à regarder. C'est peut-être l'un de mes préférés parce que je trouve que c'est un épisode qui est hyper centré sur le développement des Mugiwara, des chapeaux de paille, sur comment ils grandissent ensemble, chacun comment ils grandissent à leur manière, à leur rythme. La dynamique, on met le point sur leur dynamique en tant qu'équipage qui est en train de devenir une famille. Donc, et ça c'est... Putain, ça c'est vraiment l'esprit du manga. Donc c'est agréable. Mais encore une fois, je trouve que j'ai beaucoup ce sentiment de... Netflix écrit sa propre histoire qui est bien. Honnêtement, je la trouve bien, leur version de l'histoire, mais il y a des moments où, ah ouais, mais on est quand même obligé de revenir sur les rails du manga, et à chaque fois qu'ils font ça, bah, ironiquement, je trouve que c'est les moments qui me gênent le plus, que je trouve un peu les moins impactants. C'est bizarre, hein, mais ironiquement, c'est vraiment ce que je ressens. C'est dès qu'il faut revenir sur la route du manga, et bah, ça dévie tellement de la vision nouvelle que... Ah, c'est un peu bizarre, tu vois. Typiquement, le personnage de Gin qui apparaît, pareillement. Honnêtement, tu le mettais pas dans l'épisode, c'était la même chose. Mais il a fallu le mettre pour rappeler que dans le manga, ça se passe comme ça. Mais honnêtement, il aurait pas été là, bah ça aurait été mieux. Je pense que ça aurait été mieux. La discussion Luffy-Sanji était bien dans son déroulé nouveau, dans cette nouvelle dynamique où on parle de nos grands-pères et tout. Mais hop, non, attendez, on rappelle que dans le manga, il y a Gin qui apparaît. Et là, j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Ça, voilà. Mais encore une fois, ça reste trop bien. Et puis petite mention aussi pour la scène exceptionnelle de Zoro qui arrive pas à s'asseoir à cause de ses sabres. C'était fou. Enfin bref, voilà. Ce que j'avais à dire pour ce 5e épisode de One Piece. Je suis pas très bon en anglais non plus, mais à un moment, il me semble que quand Sanji appelle Luffy le larbin, j'ai l'impression qu'en anglais il dit Joy Boy. Hey Joy Boy. Peut-être que c'est un autre nom. Peut-être que c'est un autre mot en anglais, mais moi j'ai entendu Joy Boy. Est-ce que c'est un clin d'œil? Je sais pas. Mais dans tous les cas, ça m'a fait plaisir. Voilà. Allez, moi je vous laisse là pour cette critique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, qui globalement, encore une fois, est quand même réussi. C'est fou ce qu'ils ont réussi à emmener comme énergie. On n'hésite pas à aller visiter le différent contenu de la chaîne si jamais il y a des vidéos qui peuvent vous intéresser. Et puis je vous dis à très vite pour la suite des critiques sur One Piece. Ciao.